Bienvenue sur Progressive Gains, le podcast qui t'aide à sculpter un physique sec et musclé avec des conseils réalistes et efficaces. Pas de promesses vides, que des résultats concrets. Je suis Sofiane, votre hôte pour ce podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach sportif diplômé, passionné par l'apprentissage et en constante formation dans différents domaines, que ce soit la musculation, la nutrition ou d'autres domaines comme par exemple l'apprentissage des langues que je trouve très passionnant. Mon objectif, c'est de développer mes connaissances et mes compétences pour aider un maximum de personnes à atteindre leurs objectifs. J'ai créé ce podcast parce que c'est un format que je trouve très intéressant. Il permet de s'instruire tout en faisant d'autres activités comme par exemple faire ses steps. Donc en gros, tu fais tes steps et en même temps, tu écoutes un podcast. Donc tu gagnes énormément de temps et tu optimises ton quotidien. Pour le podcast d'aujourd'hui, j'ai décidé de créer une boîte à questions sur Instagram. Donc j'ai lancé une boîte à questions en story sur Instagram. Et j'ai reçu quelques questions, donc je vais répondre aux questions que j'ai reçues. Je vais essayer vraiment de creuser en profondeur pour pouvoir vraiment les détailler, et détailler mes réponses pour vous apporter des réponses détaillées qui pourront potentiellement vous aider dans votre progression. Dans un premier temps, j'aimerais vous expliquer un peu pourquoi j'ai appelé ce podcast Progressive Gains. Euh, c'est une notion qui me tient énormément à cœur, la progressivité. Donc si je devais te donner un exemple, lorsque les personnes décident de changer, que ce soit changer physiquement ou changer dans d'autres domaines, mais on va prendre l'exemple de la musculation, donc les personnes qui décident de changer physiquement du jour au lendemain, elles ont tendance à changer entièrement leur mode de vie. Le problème, c'est que 99% des personnes qui font ça ne tiennent pas sur le long terme. Le long terme, c'est le plus important, surtout lorsque tu désires atteindre des résultats, puisque si tu fais de la musculation pendant 2 mois et que tu arrêtes, tu n'auras quasiment aucun résultat. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast Progressive Gains, puisque on a la notion de progressivité. La plupart des gens avec qui je parle, je leur dis d'y aller progressivement, d'implémenter des habitudes pour pouvoir par la suite avoir une routine solide et ne pas craquer à court terme. Donc voilà, c'était une petite aparté. J'avais envie de vous expliquer d'où venait le nom du podcast. Alors je vais répondre à différentes questions. Déjà la première question, c'est une question peut-être que j'ai mal interprétée. Dans tous les cas, si je l'ai mal interprétée, la personne qui a posé cette question, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je vais répondre à la question comment je l'ai interprétée. Donc je vais la lire mot pour mot. Donc j'ai besoin d'un exemple de séance épaule pour bien travailler les 3-4 parties posture. Ça c'est la question. Alors 3-4 parties, il me semble qu'il parle des faisceaux de l'épaule, donc des faisceaux musculaires de l'épaule, donc faisceau antérieur, latéral, postérieur. Et posture, peut-être la posture dans laquelle tu dois être pour pouvoir travailler ces faisceaux. Donc voilà, ça va être ma réponse en fonction de comment je l'ai interprété. Donc déjà, dans un premier temps, avant de répondre à ta question, j'aimerais te donner mon point de vue sur les séances épaules. Alors en général, les séances épaules, c'est un format un peu en mode Arnold Split. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un muscle par jour. Donc concrètement, lundi pec, mardi dos, le mercredi épaule, enfin bref, peu importe. Ça, c'est un Arnold Split. Donc moi, honnêtement, je suis pas du tout fan de ce format d'entraînement. Déjà, dans un premier temps, surtout lorsque tu travailles les épaules. Les épaules, c'est un petit muscle, donc c'est un muscle qui se fatigue très très vite. Donc concrètement, tu vas pas pouvoir faire 50 exercices épaules sur une même séance. Ensuite, je préfère partir sur des formats un peu plus haute fréquence, c'est-à-dire des formats du style full body, half body, PPL ou d'autres formats un peu plus hybrides. Alors pourquoi? Si je devais te donner un exemple, on a une personne qui fait un Arnold Split, donc il fait sa séance PEC par exemple, je prends la séance PEC parce qu'en général les gens connaissent bien, donc il fait sa séance PEC, il a 20 séries, t'es d'accord avec moi? Et de l'autre côté, t'as une autre personne qui est en par exemple upper-lower et il fait 2 séances où en gros il retravaille les pecs et il a 20 séries également. La première personne qui est en split va faire ses 20 séries sur la même séance. Donc voilà, par exemple, il a 5 exercices, il fait ses 3 premiers exercices, à partir du troisième exercice, il est déjà cramé. Donc je peux t'assurer que les 2 derniers exercices vont être, je dirais pas contre-productifs, mais vont apporter très peu de bénéfices.
Contrairement à l'autre personne qui est en half body, donc il répartit son volume intelligemment sur la semaine, donc 10 séries le lundi et 10 séries le jeudi par exemple, ou le mercredi, peu importe, non, le jeudi c'est mieux. Donc 10 séries le lundi, 10 séries le jeudi. Et donc, on va dire qu'il a 2-3 exercices sur une séance upper, ok. Donc concrètement, il fait ces 2-3 exercices, il peut fournir l'intensité nécessaire pour pouvoir vraiment tabasser les pecs, pouvoir bien les recruter, on va dire. On va pas parler tabasser parce que c'est un peu péjoratif, mais pour bien les recruter. Et sur la deuxième séance, il refait 10 séries, donc 2-3 exercices pour pouvoir également bien les recruter. Concrètement, la personne sur le split, elle aura, par exemple, à partir de sa 10e série, elle aura encore du coup 10 séries à faire pour atteindre ses 20 séries. Donc à partir de sa 10e série, les répétitions, les séries vont apporter peu de bénéfices, puisqu'elle aura moins d'énergie, elle poussera moins lourd, elle sera moins concentrée sur ses exécutions, donc l'exécution sera probablement dégradée, contrairement à l'autre personne qui répartit son volume intelligemment sur la semaine, où il va pouvoir fournir vraiment une intensité optimale pour pouvoir recruter au mieux les pectoraux. Ok. Donc voilà, j'espère que tu as à peu près compris ce que je voulais dire par là. Donc c'est pour ça que je suis pas du tout fan de ce format Arnold Split. Maintenant, si le Arnold Split, c'est un format que tu apprécies, sur lequel vraiment tu adhères, euh, tu vas à la salle parce que tu es content et que t'as pas envie de partir sur un format du style half body, PPL, etc. Dans ce cas-là, reste sur du Arnold Split car le facteur le plus important, que ce soit en musculation ou dans d'autres domaines, bien évidemment, c'est l'adhésion. Certes, tu fais des choses qui ne sont pas optimales, mais si tu adhères à ce que tu fais, tu vas le tenir sur le long terme. Et comme je l'ai dit précédemment, ce qui te permet vraiment d'avoir des résultats, c'est pouvoir faire les choses sur le long terme. Donc c'est pour ça que je te dis, t'as pas besoin de tout optimiser, c'est vraiment déjà dans un premier temps, tu as les fondamentaux, et si tu es content de ce que tu fais, si tu adhères, si tu prends plaisir à ce que tu fais, tu vas le tenir sur le long terme et donc tu auras des résultats contrairement à d'autres personnes qui font des choses qu'ils n'aiment pas et qui vont arrêter au bout de 3 mois. Donc voilà, c'était la petite aparté que j'avais envie de faire. Maintenant, si tu veux vraiment partir sur un Arnold Split, ce que je te conseille dans un premier temps, c'est de déterminer tes points forts et tes points faibles. En général, les pratiquants de musculation ont le faisceau antérieur de l'épaule plus développé que le faisceau latéral et postérieur. Surtout le faisceau postérieur qui est très peu développé chez la majorité des pratiquants de musculation. On est d'accord, on s'entend, ok. Ensuite, lorsque tu as déterminé justement le développement de tes épaules, donc point fort, point faible, ce que je te conseille, c'est, imaginons, tu as ton faisceau antérieur qui est beaucoup plus développé que le faisceau latéral et postérieur. Dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre de côté le faisceau antérieur pendant peut-être 2-3 mois et tu vas tabasser. Bon voilà, tabasser, hein, tu m'as compris. Tu vas focus le faisceau latéral et postérieur de l'épaule. Comme ça va te permettre de rattraper ce retard par rapport au faisceau antérieur. Et par la suite, lorsque tu auras rattrapé ce retard, tu vas pouvoir réintégrer le faisceau antérieur. Ok. Donc, dès que tes épaules sont équilibrées, entre guillemets, hein, dès que tu as réussi à retrouver un équilibre au niveau de tes épaules, ce que tu vas faire, c'est, sur ta séance épaules, inclure un exercice pour le faisceau antérieur, un exercice pour le faisceau latéral et un exercice pour le faisceau postérieur. T'as pas besoin de plus. T'as pas besoin de plus parce que, comme je l'ai dit précédemment, les épaules, c'est un muscle qui se fatigue, un groupe musculaire qui se fatigue quand même assez rapidement. Donc, ce serait contre-productif de continuer à les travailler. Ce que je peux te conseiller de faire, c'est vraiment de répartir ton volume sur la semaine. Tu fais un petit rappel épaule, par exemple, sur une séance PEC ou peu importe, sur la séance que tu as envie. Mais concrètement, il faut que tu répartisses ton volume intelligemment. Ok. Donc, sur ta séance épaule, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre, par exemple, un développé, donc un développé militaire ou épaule. Alors, tu peux le faire aux haltères, tu peux le faire à la Smith Machine, tu peux le faire à la machine guidée. Quand je parle de machine guidée, je parle des machines classiques. Parce que je dis Smith Machine, mais tu m'as compris. La Smith Machine, c'est la machine guidée. Et les machines classiques, voilà. Donc, aux haltères, je te conseille pas forcément. Maintenant, encore une fois, si t'aimes bien le faire aux haltères, tu peux le faire aux haltères. Mais en termes d'optimisation, je te conseille pas parce que déjà la mise en place, elle demande pas mal d'énergie. La première répétition, t'es déjà cramé. Donc, je te conseille pas forcément de le faire aux haltères.
Au niveau des machines, je te conseille pas également car ça dépend. Ça dépend car les machines ne sont pas adaptées à tout le monde. Si je devais prendre mon exemple, j'ai une asymétrie morphologique au niveau de l'épaule droite, donc en gros j'ai l'épaule droite plus surélevée par rapport à l'épaule gauche, du coup ma scapula elle est décalée, etc. Et donc les machines, pour moi c'est mort. Les machines c'est mort, c'est pas adapté à ma morphologie, d'autant plus que j'ai des bras longs, donc je suis encore moins à l'aise sur les machines. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis les machines c'est potentiellement pas fait pour toi, à part si tu as des membres qui sont courts, que t'es plutôt je vais pas utiliser le terme bréviline, mais concrètement que tes bras ne sont pas trop longs. Dans ce cas-là, pourquoi pas, les machines seront probablement adaptées à toi. Maintenant, moi, je privilégie la machine guidée, donc la Smith Machine. Pourquoi? Parce que je peux vraiment me placer un peu comme je le souhaite. Donc je place un banc, je mets l'inclinaison que je souhaite. Alors, au niveau de l'inclinaison, personnellement, je mets pas 90 degrés. La majorité des gens, la majorité des pratiquants de musculation mettent 90 degrés. Alors, je conseille pas forcément de mettre 90 degrés. Je te conseille de mettre environ 60 degrés, ce sera pas mal. Moi, je mets 45 degrés. Tu vas me dire, ah ouais, 45 degrés, c'est un peu pour les pecs quand même. Alors, je le fais un peu exprès. Je le fais exprès parce que le haut de pec, c'est un peu un de mes points faibles. Donc, ça me permet de faire d'une pierre deux coups. En même temps, de travailler les épaules, je travaille un peu le haut de pec. Et c'est pour ça que je mets cette inclinaison-là. C'est pour ça que, avant de juger une personne qui fait une exécution euh, que tu trouves mal, on va dire ça comme ça, il faut vraiment que tu réfléchisses de pourquoi elle fait ça. Il y a aucune chose qui est mauvaise en soi, c'est juste la logique. Si elle ne sait pas expliquer la chose qu'elle fait, dans ce cas-là, ouais, c'est quelque chose de potentiellement pas bon. Mais si elle a justement des arguments pour t'expliquer pourquoi elle fait ça, dans ce cas-là, c'est quelque chose de bon, quoi, de quelque chose de bon pour elle qui lui permettra de progresser. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger un programme d'entraînement avant de justement avoir la logique derrière le programme, car il y a des programmes qui peuvent paraître assez particuliers, mais qui sont justement adaptés à une personne. Ok. Donc voilà, donc je me mets à la Smith Machine, inclinaison 45 degrés, et je bosse épaule, un petit peu haut de pec. Je fais d'une pierre deux coups, et puis moi ça me va très bien. Maintenant, tu fais comme tu le sens, hein. Soit tu utilises les haltères, soit tu utilises la machine, soit tu utilises la Smith Machine. C'est en fonction justement de ce que je t'ai dit précédemment, ta morphologie, etc. Ok. Donc voilà, tu as un exercice pour le faisceau antérieur des épaules. Ensuite, tu pars sur le faisceau latéral, donc élévation latérale. Donc ça, c'est une valeur sûre, que ce soit aux haltères, à la machine ou aux poulies. Il y a un exercice que j'aime énormément pour bosser mon faisceau latéral, et d'ailleurs, ce qui est assez bien, c'est que ça bosse également le trapèze inférieur, c'est les élévations Y à la poulie. Alors c'est un exercice que je trouve très intéressant pour la santé de l'épaule, ça te permet d'utiliser des amplitudes qu'on n'a pas l'habitude de faire, et justement ça te permet d'avoir une épaule en bonne santé, puisque tu vas dans des amplitudes que dans la vie quotidienne on n'a pas l'habitude d'utiliser. Donc c'est un exercice que j'aime bien. Après voilà, élévation latérale aux haltères, c'est du classique, hein, tu restes sur ça. Ça sert à rien d'inventer des autres exercices, ou même les tirages menton. Personnellement, les tirages menton, je te déconseille car c'est quelque chose qui est pas vraiment naturel pour l'articulation de l'épaule, pour les articulations des épaules. Donc je te conseille pas forcément cet exercice, vraiment reste sur du classique, euh, ça sera très bien, ok. Ensuite, on a également, justement, pour les élévations latérales aux poulies, donc élévation en unilatérale à la poulie en général, on a deux modes de réglage. Donc, on a le réglage en bas et le réglage au niveau de la hanche. Le réglage au niveau de la hanche, il est dit qu'on a plus de tension d'étirement, ce qui est vrai. Et le réglage en bas, on a plus une tension en forme de parabole. Alors, laquelle est la meilleure? Honnêtement, ça dépend justement des exercices que tu fais, des autres exercices que tu fais pour le faisceau latéral. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de varier les types de tension. Sur les élévations latérales, concrètement, tu es plus sur une forte tension de contraction. Donc le mouvement, il est compliqué à la fin, donc quand tu es en haut. Contrairement aux poulies où tu es un peu dans un entre-deux, ça dépend où tu places justement la poulie. Donc ce qui peut être intéressant, c'est potentiellement de partir sur une tension d'étirement, donc une forte tension d'étirement, avec une poulie au niveau de la hanche. Maintenant, voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est intéressant de varier. Et enfin, pour l'arrière d'épaule, donc on a l'oiseau, donc oiseau aux haltères, à la poulie ou au pec deck inversé. Pec deck inversé, je te conseille pas forcément car ça peut ne pas être adapté à tout le monde encore en fonction des morphologies. Oiseau aux haltères, c'est une valeur sûre. Et oiseau aux poulies, franchement, c'est également une valeur sûre.
Si tu as du mal à ressentir le faisceau postérieur de l'épaule, ce qui peut être intéressant, c'est de faire de l'oiseau en unilatéral à la poulie. Donc concrètement, tu vas le faire à un bras, avec une cuff encore mieux. Ça te permet justement de limiter les facteurs limitants tout simplement. Avec une cuff ce sera mieux. Maintenant si t'en as pas, bah tant pis, hein, tu fais classique. Donc l'idée c'est en gros de partir du haut vers le bas. C'est tu ne dois pas avoir un mouvement linéaire. Tu dois avoir un mouvement en forme de diagonale. Enfin, en forme de diagonale, tu dois avoir un mouvement qui va un peu vers le bas. Donc concrètement, la poulie, tu la places au niveau de la tête, voire même un peu plus haut. Et lorsque tu fais le mouvement, en fait, tu vas aller un petit peu vers le bas. L'idée, c'est d'avoir un angle bras-tronc à peu près 45-50 degrés, voire peut-être un peu plus. Ça dépend vraiment des morphologies et également des fibres musculaires, de la trajectoire des fibres musculaires de chaque personne, car elle peut être différente. Mais concrètement, voilà, les fibres musculaires ne sont pas droites, on va dire ça comme ça. Elles partent un peu vers le bas, donc c'est pour ça que je te dis d'avoir un mouvement qui part un peu vers le bas. Donc voilà. Donc concrètement, 3 exercices c'est largement suffisant sur une séance épaule. Après, tu peux faire les abdos, peu importe. Et tu cales un petit rappel dans la semaine, par exemple sur la séance pec, ce sera pas mal. Ok. Ensuite, deuxième question. Donc, on a une question que j'aime bien. Une question que justement qu'on me pose souvent. Donc, c'est volume ou intensité. Alors, pour la majorité des réponses que je vais te donner, ça va être ça dépend. Tu vas me dire, ouais, c'est un peu relou. Pourquoi ça dépend? Car on est tous différents. La musculation, c'est un sport qui est très individualisé. Donc, je peux pas te donner des réponses claires, nettes, précises que tu vas pouvoir appliquer directement. Moi, je te donne simplement des clés qui te permettent justement de retrouver le droit chemin, entre guillemets. Ok? Donc, ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, concrètement, dans un premier temps, ton niveau, en fonction de si tu es débutant ou avancé. Bien évidemment, ça reste des notions très subjectives. Débutant, ça veut rien dire. Avancé, ça veut rien dire. La plupart des pratiquants de musculation se considèrent intermédiaires alors qu'ils sont débutants. La plupart des pratiquants de musculation se considèrent également avancés alors qu'ils sont intermédiaires. Donc c'est pour ça que je te dis que ces notions, ça reste des notions très subjectives, mais c'est des notions qui peuvent être intéressantes à utiliser pour justement t'aider enfin pour justement répondre à cette question, on va dire c'est comme ça. Mais garde quand même du recul par rapport à ces notions, ok? Ensuite, la fréquence d'entraînement, donc sur quel format d'entraînement t'es, donc est-ce que t'es sur un format un peu Arnold Split, comme je te l'ai expliqué juste avant, est-ce que t'es sur un format half body, donc au bas, ou un format PPL, peu importe. L'idée c'est de savoir en fait la fréquence d'entraînement que tu fais pour chaque muscle par semaine. Ensuite, tes objectifs. Donc, les objectifs, c'est pas à négliger, hein, ça dépend surtout de tes objectifs. Si tu as envie de te maintenir en forme, je vais pas te dire de mettre de l'intensité, hein. Le maintien corporel, c'est juste la remise en forme, entre guillemets. C'est, voilà, tu vas à la salle, histoire de soulever deux trois poids, et puis après, tu repars, quoi. Bon, j'abuse dans mes propos, mais tu m'as compris. Et si vraiment tu veux faire du bodybuilding, par exemple, là par contre, c'est différent. Je vais pas te dire de venir et de faire deux séries et puis voilà, tu repars. Donc voilà, de ton objectif, ensuite de tes contraintes corporelles. Donc lorsque je parle de contraintes corporelles, je parle surtout liées à l'âge. Bien évidemment, tu peux être jeune et avoir des contraintes corporelles au niveau des articulations, par exemple, à cause des antécédents que tu as eu, tout simplement. Mais concrètement, l'âge, plus tu vieillis, plus ton corps vieillit et plus va falloir faire gaffe. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Maintenant, je t'ai dit les plus importants. Je ne vais pas rentrer dans les détails des autres facteurs. On va d'abord prendre justement le niveau. Donc le niveau par rapport au niveau. Donc si tu es débutant, donc garde du recul par rapport à ces notions. Mais si tu es débutant, je te conseille de partir sur du volume. Avant de continuer de t'expliquer pourquoi, je vais bien évidemment également parler des notions de volume-intensité. Lorsque je parle de haut volume et de bas volume, ça reste des notions. J'aime pas les utiliser, mais concrètement, ça veut pas dire tu fais, je sais pas, 6 séries pour un muscle et puis voilà. Ça, ces notions de haut volume, bas volume, ça veut un peu rien dire, mais concrètement, garde également du recul par rapport à ces notions, ok? Donc, lorsque tu es débutant, je vais te conseiller de partir sur du volume. Pourquoi? En gros, tu vas faire un peu plus de séries avec moins de temps de récupération et concrètement, ça va te permettre justement d'apprendre le mouvement. Là, on part plus sur de l'apprentissage moteur. L'idée, c'est vraiment que tu maîtrises les exercices. Beaucoup de personnes qui débutent la musculation ne maîtrisent pas les exercices.
euh, et même sur du long terme, hein. Je connais des personnes qui font de la musculation depuis 2 ans, 3 ans et ne maîtrisent pas les exercices alors qu'elles se considèrent intermédiaires. Si tu ne maîtrises pas les exercices, tu n'es pas intermédiaire, ok? Même si ces notions, ça reste des notions subjectives, hein. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, si tu es débutant, pars sur du volume, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas te concentrer sur l'apprentissage moteur des exercices. Lorsque tu maîtriseras parfaitement les exercices, tu pourras partir sur un peu plus d'intensité. Donc volume avec peu de temps de récupération pour pouvoir justement éviter de faire des séances de 3 heures. Ce serait bien. Parce que si tu fais tous les exercices avec 4 séries ou 5 séries, ce serait bien de ne pas y passer 3 heures, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis un peu moins de temps de récupération. Ensuite, si tu es plus avancé, je te conseille de te concentrer sur l'intensité. Lorsque je parle d'intensité, ça veut dire que tu vas faire moins de séries, mais les séries vont être productives, vont être efficaces, vont être rentabilisées, ok? Donc, avant d'implémenter justement de l'intensité, tu vas devoir maîtriser parfaitement les exercices. Si les exercices ne sont pas parfaitement maîtrisés, je ne te conseille pas de mettre beaucoup d'intensité. Bien évidemment, hein, ça ne veut pas dire que tu vas mettre zéro intensité, c'est simplement que tu vas devoir faire plus attention. Lorsque je parle d'intensité, je parle surtout de charge soulevée et de RIR. Bon, RIR, ça reste également des notions subjectives, mais ça reste un indicateur intéressant à prendre en compte, c'est-à-dire que tu vas te rapprocher au maximum de l'échec musculaire. Donc, je te donne un exemple. Si tu pars sur de l'intensité, tu vas prendre des temps de récupération un peu plus longs. Tu es d'accord avec moi? Imaginons, tu fais un exercice, tu vas faire 2 séries. 2 séries, tu me dis, ah ouais, 2 séries, c'est pas beaucoup pour un exercice. Ouais, c'est pas beaucoup, mais c'est pas forcément du bas volume. Imaginons tu fais 2 séries sur du développé couché, ça veut pas dire que ton volume pec il est bas. Imagine tu fais 2 séries sur ton développé couché, ensuite tu fais un autre exercice pec, tu fais 2 séries sur une machine et ensuite tu fais de l'écarté 3 séries. Donc là t'as déjà quand même 7 séries, tu vois. Et si tu fais ça 2 fois dans la semaine, t'es à 14 séries. Ça c'est pas du bas volume. C'est pour ça que je te dis qu'il faut faire attention à ces notions de bas volume au volume, ok? Donc du coup, tu as 2 séries sur ton développé couché. Imaginons que tu pars en top 7, back off 7. Tu fais ta première série, donc à une charge quand même assez conséquente, hein. L'idée, c'est vraiment de partir sur de se rapprocher de l'échec, on va dire ça comme ça. J'aime pas également utiliser ce terme d'échec musculaire, mais tu m'as compris, de partir de se rapprocher de l'échec musculaire. Donc, en gros, tu vas vraiment fournir l'intensité nécessaire pour ça. Tu vas être un peu plus bas en termes de répétition, puisqu'on va soulever des charges plus lourdes, et tu auras plus de temps de récupération. Ensuite, du coup, bah, tu prends environ 3 minutes, 3 minutes 30. Je te conseille pas d'aller au-delà de 5 minutes, hein. Je te dis pas de prendre 10 minutes de récupération, mais concrètement, ouais, tu vas prendre environ 3 minutes de récupération pour pouvoir justement repartir frais sur ta deuxième série. D'autant plus que, étant donné que tu as que 2 séries sur cet exercice, tu vas devoir les rentabiliser. C'est pour ça que n'hésite pas à prendre 3 minutes, 3 minutes 30, voire même 4 minutes de récupération entre tes 2 séries, parce que vraiment, faut vraiment que tu les rentabilises. T'as 2 séries, tu dois les rentabiliser, ok? Donc voilà. Pourquoi c'est quelque chose d'intéressant? Parce qu'en général, la majorité des pratiquants de musculation font du 4 séries. On est d'accord, hein, la plupart du temps, on entend, ouais, faites 4 séries de 12 répétitions, etc. Pourquoi c'est pas bien? Parce que je le sais, je suis passé par là. T'as 4 séries à faire. Tu vas t'économiser sur la première, tu vas t'économiser sur la deuxième, et sur les 2 dernières, tu vas fournir tout ce que t'as. Donc concrètement, me dis pas que c'est pas vrai, je le sais très bien. Euh, tu fais, imaginons, tu dois faire 4 fois 12. En général, tes séries, elles ressemblent à. T'as réussi à faire 4 fois 12, ensuite 4 fois 12, 4 fois 12, 4 fois 11. En général, c'est ça. Donc si t'arrives à faire ça, c'est que voilà, t'as pas fourni l'intensité nécessaire. Une vraie série, enfin, des vraies séries, ça devrait ressembler à ça. Donc par exemple 4 fois 12, 4 fois 11, peut-être 4 fois 11 ou 4 fois 10 et même 4 fois 9, tu vois. Donc vraiment ça doit être descendant parce que bah tu t'épuises. Au fil des séries, tu t'épuises et c'est normal. Donc voilà, si tu arrives à faire 4 fois 12, c'est qu'il y a un problème et tu fournis pas l'intensité nécessaire. Et c'est pour ça que je te dis, à la rigueur, diminue ton volume et ajoute plus d'intensité. Parce que si tu t'économises sur tes premières séries, ça sert à rien de mettre 4 séries.
Je te donne mon exemple. Pendant 6 ans, j'ai fait du haut volume, enfin encore une fois, j'aime pas utiliser ce terme, mais j'ai fait du haut volume. Donc j'avais voilà des exercices à 5 séries, des exercices à 4 séries. Et je sais que je m'économisais sur mes premières séries. Donc sur la première, je m'économisais beaucoup. Sur la deuxième, un petit peu moins. Et sur les deux dernières, je mettais quand même ce que j'avais encore sous le capot. Donc voilà, c'est pour ça que je parle en connaissance de cause. Je suis passé par là. C'est pour ça que je te dis ça. Donc ça sert à rien de se voiler la face. Maintenant, je dis pas que tout le monde le fait, mais 90% des pratiquants de musculation le font. Donc j'ai travaillé comme ça en haut volume pendant environ 5-6 ans. Environ 5-6 ans. Je suis passé sur un volume un peu plus bas avec plus d'intensité. Donc je peux t'assurer que ça a changé la donne. Ça a changé la donne car j'ai jamais autant progressé de ma vie. J'ai jamais autant progressé de ma vie. Alors pour te donner un exemple, à l'époque, lorsque je faisais les jambes, j'avais 20 séries pour les quadriceps et 20 séries pour les ischios. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. C'est énorme, 20 séries pour les quads et les ischios. Ça te fait 40 séries en gros pour les jambes au total. Et maintenant, à l'heure actuelle, j'ai 10 séries pour les quadriceps et 9 séries pour les ischios. Donc en gros, j'ai divisé par deux le volume. Résultat, plus 7 centimètres de cuisse. Alors oui, tu m'as bien entendu, plus 7 centimètres de cuisse. J'ai diminué le volume par deux et j'ai chopé plus 7 centimètres de cuisse. Je sais pas si tu te rends compte quand même du truc. Concrètement, pourquoi? Parce que j'ai fourni plus d'intensité, j'ai amélioré la qualité de mes séries, donc plus d'amplitude, plus de maîtrise, plus de contrôle sur le tempo, sur l'exécution. Vraiment, c'est l'exécution à ne pas négliger. La majorité des pratiquants de musculation me disent j'ai une bonne exécution, je vois les vidéos d'exécution, je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Je ne critique pas, hein. Ce n'est pas une critique, c'est simplement mon point de vue pour te dire que la plupart du temps, on se voile un peu la face, on a besoin d'un regard extérieur pour pouvoir justement corriger certaines choses. Donc voilà, moi ce que je te dis là, ce que je te donne dans ce podcast, c'est vraiment pour que tu puisses progresser de la meilleure des manières possibles. Je ne critique absolument personne, ok? Je veux vraiment que tu prennes conscience de certaines choses. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se filmer de temps en temps. Voilà, c'est pas pour faire les kékés à la salle de sport en train de se filmer, c'est vraiment pour voir son exécution, ok? Donc voilà. Donc c'était une réponse un peu longue. J'ai vraiment voulu la détailler en profondeur, c'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps. Maintenant, dernière question. Alors une question plutôt intéressante. Donc quel est ton avis sur le pré-workout et quels sont ses effets? Alors, lorsque j'ai commencé la musculation, je prenais du pré-workout. Mais j'ai arrêté assez rapidement. Pourquoi? En général, dans les pré-workouts, il y a un peu de tout et n'importe quoi. On est d'accord. On est d'accord. Il y a très peu de pré-workouts qui sont bien dosés et dont les composants sont de qualité, on va dire, c'est comme ça. Euh, pour ce que c'est, honnêtement, je préfère mettre mon argent dans quelque chose de plus utile. En général, je dis souvent, le meilleur pré-workout, c'est ton sommeil. Avant, à l'époque, il y a plusieurs années, je dormais 6h30 par nuit. Peut-être que pour toi, ça paraît normal. Je connais beaucoup de personnes qui dorment seulement 6h, 6h30 par nuit. Mais je peux t'assurer que c'est clairement pas suffisant, surtout lorsque tu fais de la musculation. Maintenant, je dors environ 7h30, 8h, voire même 8h30 lorsque j'y arrive par nuit. Et je peux t'assurer que ça a changé la donne. Ça a changé la donne parce que je suis beaucoup plus en forme, je suis de meilleure humeur, je fournis des performances de malade à la salle de sport. Franchement, j'ai jamais autant progressé grâce à ça. Donc concrètement, je ne te conseille pas d'investir dans le pré-workout, mais je te conseille d'investir dans des compléments qui peuvent t'aider à améliorer ton sommeil si justement tu as des troubles du sommeil. Donc par exemple, la mélatonine, je ne sais pas si tu connais, c'est un complément très intéressant pour justement t'aider à mieux dormir. Il n'y a rien de... c'est pas des produits dangereux pour la santé, hein, ça reste des produits naturels. Ça dépend bien évidemment où est-ce que tu achètes ta mélatonine, hein. En pharmacie, il y a beaucoup d'additifs, il y a beaucoup de trucs bizarres. Moi personnellement, je l'achète sur un site. Je vais pas dire de nom parce que j'ai pas envie de dire de nom, mais je l'achète sur un site dont je suis sûr de la qualité des ingrédients et il y a une transparence totale, ok? Donc, si tu investis dans des compléments qui peuvent t'aider à améliorer la qualité de ton sommeil, je peux t'assurer que ce sera vraiment le meilleur pré-workout au monde. Et je t'expliquerai d'ailleurs pourquoi après plutôt. Dans un premier temps, ce que tu dois savoir, c'est tout. Pour tout,
tu dois d'abord mettre en place des fondamentaux. Lorsque les fondamentaux sont mis en place, tu pourras optimiser les choses. Les pré-workouts, c'est de l'optimisation. On est d'accord, hein, le pré-workout, c'est de l'optimisation. Si tu n'as pas un bon programme d'entraînement, si tu n'as pas une bonne nutrition, si tu n'as pas une bonne hygiène de vie, ça sert à rien de partir sur des compléments du style pré-workout, du style créatine. Ça sert à rien parce que t'as pas mis en place les fondamentaux, donc les résultats que tu vas en tirer, ça va être que dalle. Donc arrêtez d'acheter des compléments à droite à gauche, arrêtez de gâcher votre argent dans des compléments qui sont pas forcément utiles au niveau auquel vous êtes. Auquel vous êtes, encore une fois, c'est pas une critique, c'est vraiment des conseils de par mon expérience personnelle et de par ce que j'ai pu voir passer justement depuis que je fais de la musculation. Donc arrêtez de gâcher votre argent, vraiment utilisez votre argent euh, à bon escient et investissez dans des choses qui peuvent justement améliorer votre mode de vie, investissez dans les fondamentaux avant de partir sur de l'optimisation. La vraie question maintenant, c'est pourquoi est-ce que ça t'intéresse? Pourquoi tu t'intéresses au pré-workout? Si c'est pour avoir plus d'énergie, dans ce cas, pourquoi pas, mais il n'y a pas que les pré-workouts. Donc déjà, si tu pars sur un pré-workout, tu dois choisir un bon pré-workout. Donc un pré-workout de qualité, avec de bons ingrédients, les bons dosages, ok? Maintenant, bah, tu as d'autres alternatives comme les boissons. Maintenant, les boissons énergisantes, je suis pas trop fan, il y a un peu tout et n'importe quoi également là-dedans. Là, ce que tu dois te dire, c'est que ce qui va te fournir de l'énergie, c'est la caféine. Donc si tu as besoin d'énergie, tu peux même boire un café, tu vois. Mais en général, les gens, ils aiment pas trop. Donc c'est pour ça. Maintenant, si tu prends de la caféine, je te déconseille d'en prendre après 13 heures, car ça peut impacter la qualité de ton sommeil. Même si tu t'endors rapidement, ça va impacter obligatoirement la qualité de ton sommeil. Donc ça, fais attention. Maintenant, au niveau des effets du pré-workout, on en a différents. Donc on a déjà l'amélioration des performances, également une plus grosse congestion, et également plus d'énergie. Donc l'énergie, c'est vraiment dû à la caféine. Maintenant, les autres, c'est dû à d'autres composants comme par exemple la bêta-alanine, la citrulline, enfin bref, l'arginine, etc. Pour justement améliorer la congestion, bref. Euh, Si tu le prends principalement pour l'énergie, dans ce cas-là, tu vas te concentrer sur la caféine. Maintenant, il faut que tu fasses attention parce que le dosage maximal recommandé, enfin non, le dosage maximal par jour, c'est 400 mg. Si t'en prends tous les jours, déjà tu vas t'habituer, tu vas devoir en avoir plus pour pouvoir justement avoir les mêmes effets. Donc ça, faut que tu fasses attention. Si tu prends de la caféine, je te conseille vraiment d'en prendre occasionnellement. Si, imaginons, t'as fait une sale nuit, donc t'as dormi seulement, je sais pas moi, 5 heures, et que t'as vraiment besoin de caféine, dans ce cas-là, prends de la caféine. Dû bah, soit par la boisson énergisante, soit par du café. Mais voilà, potentiellement par le pré-workout, mais encore une fois, moi je te conseille pas forcément les pré-workouts. D'ailleurs, petite anecdote, il m'arrive des fois de faire des nuits un peu éclatées au sol. Une fois, j'ai dormi 5h30. Le lendemain, j'avais une séance jambes, donc une séance quadriceps. Et il y a une chose que je comprendrai jamais. Hein, j'ai fait le test plusieurs fois. Ça veut dire que plusieurs fois, j'ai pas suffisamment dormi. Et à chaque fois, j'avais une séance legs, donc pour les quadriceps. Et il y a une chose que j'ai jamais compris, mais j'ai jamais autant performé sur mes séances quadriceps en ayant dormi en ayant dormi 5h30 quoi. Lorsque je dors suffisamment, c'est-à-dire 8 heures et que je fais ma séance quadriceps, bah je fais une séance classique, tu vois, une séance où je progresse mais sans plus. Mais vraiment quand je dors 5h30, je fais des séances de malade. Je peux rajouter par exemple 5 kilos d'un coup sur mon squat facile, tu vois. Donc ça j'ai jamais compris. Je sais pas si t'as la réponse. Je sais pas si certaines personnes ont la réponse. N'hésitez pas à me la dire. Mais ça c'est un effet qui marche sur moi. Maintenant c'est un effet occasionnel, c'est-à-dire qu'en fait si j'ai 2 nuits d'affilée, ça marche pas et ça marche pas également sur d'autres muscles comme le haut du corps, etc. Ça marche vraiment juste sur les quadriceps. Alors je sais pas pourquoi, mais ça peut être intéressant. Mais bon bref, l'idée c'est pas de faire ça non plus. Donc, euh, donc voilà. Donc pour en revenir au pré-workout, concrètement, on peut clairement s'en passer. Si t'en consommes souvent, comme je te l'ai dit, ça peut être néfaste. Et également, bah voilà, ça dépend des dosages. Mais ouais, faut vraiment que tu fasses attention à ça. Moi, je te conseille vraiment d'investir dans ton sommeil, investir dans des compléments qui te permettent d'améliorer ton sommeil pour pouvoir avoir de la forme, de l'énergie, de bonne humeur et pouvoir performer au max. Ok? Donc voilà, bah on va s'arrêter là pour ce premier podcast, hein. Ça fait déjà quand même une trentaine de minutes. J'ai quand même bien blablaté. Euh,
Alors j'ai répondu seulement à 3 questions, mais ne vous inquiétez pas, je vais remettre des boîtes à questions de toute manière sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, donc Sofiane Chekali Collé, donc Cofiane Chekali. Donc tu y vas, tu t'abonnes, je partage souvent des conseils également. Bien évidemment, c'est des conseils qui sont moins détaillés que dans le podcast, mais je fais avec ce que je peux, avec le temps que j'ai, on va dire ça comme ça sur Instagram. Donc voilà. Et même si tu as d'autres questions, n'hésite pas à mettre dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, les étoiles sur Spotify, ça m'aiderait énormément. Et puis moi là, mon objectif à travers ce podcast, c'est vraiment de te partager un maximum de conseils pour que tu puisses progresser rapidement dans les meilleures conditions et en évitant d'avoir justement des conseils qui soient contradictoires. Moi là, ce que je te donne, c'est de par mes connaissances, de par mon expérience, de par ce que j'ai testé sur mes coachés. Donc voilà. Je vais également mettre des liens dans la description. J'ai un guide que j'offre. Donc j'ai un guide offert qui te permet justement de savoir un peu comment perdre le gras au niveau du ventre et prendre du muscle pour développer un physique athlétique. Donc n'hésite pas à cliquer dessus, ne t'inquiète pas, c'est offert, c'est entièrement offert. Je donne un maximum de conseils dans ce petit e-book. Donc franchement, ne passe pas à côté parce que j'aurais bien aimé l'avoir moi quand j'ai commencé. Également, je mettrai mon lien de Instagram et, euh, et puis également un lien si tu veux des renseignements par rapport à mon coaching. Euh, Comme ça, on discutera un peu. Si tu as du mal, si tu stagnes pour atteindre ton objectif, on discutera ensemble pour que je t'explique un peu comment je fonctionne, ma vision des choses et comment je peux t'aider à atteindre ton objectif. Ok? Donc voilà. Donc on s'arrête là pour ce premier podcast. On se retrouve dans le prochain podcast. N'hésitez pas à commenter, à me donner des questions. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un autre podcast.